panel Pouvoir de la jeunesse, Harry Potter, The Chilling Adventure of Sabrina and His Dark Materials. Donc, pouvoir de la jeunesse, bien évidemment, parce que les héroïnes et les héros sont pris avec les tourments de l'adolescence tout en devant souvent sauver le monde, mais aussi pouvoir de la jeunesse parce que ce sont toutes les trois des séries qui nous ont d'abord passionnés pour la plupart d'entre nous lorsque nous étions encore bien jeunes. Donc, Harry Potter a été publié en français entre 1997 et 2007. His Dark Material, donc À la croisée des mondes, est sorti chez Volo Junior entre 2000 et 2002. Et la série télé Sabrina a été diffusée à la fin des années 90, début des années 2000, à la télévision. Donc, ce qui a donné également naissance, si je me souviens bien, à une série de courts romans que plusieurs d'entre nous, dont moi, avons dévoré. Mais l'intérêt n'a pas flanché pour ces séries. HBO vient tout juste de terminer la deuxième saison de His Dark Materials, donc une nouvelle adaptation des romans. Netflix a ramené The Chilling Adventure of Sabrina dans la télé contemporaine, donc, etc. Et donc, parce que ces œuvres ont traversé le temps et les âges, parce qu'elles se renouvellent et surtout parce qu'elles nous passionnent encore aujourd'hui, ce panel est un hommage, en fait, et une incursion passionnée dans les pouvoirs de la jeunesse. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Maxime Poirier-Lemelin, qui assurera la première intervention. Maxime Poirier-Lemelin est en train de finir son baccalauréat en littérature de langue française à l'Université de Montréal. Et elle n'a pas encore fait de publication académique, mais s'intéresse aux questions de genre et de langage, ainsi qu'à leur dynamique. Et elle a l'intention de poursuivre à la maîtrise en recherche-création en se penchant sur l'hybridité des genres, autant sexuelle que littéraire. Oui, merci. J'ai fini mon bac maintenant depuis Oh, 2 semaines. félicitations. Je l'avais pas fini au moment de soumettre ma proposition, mais voilà. Je vais commencer. Donc, plusieurs théoriciennes féministes ont problématisé l'impact du langage comme outil d'oppression et de marginalisation appartenant au masculin. Avec le féminisme intersectionnel, on se penche également sur la relation au langage des personnes trans, avec les pronoms et les noms employés pour nous désigner. Les œuvres de fiction ont le pouvoir d'exemplifier, de prolonger et de donner vie à ces théories. On peut penser aux guerrières de Monique Wittig ou encore aux chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Arbour, qui abordent toutes deux l'interrelation entre le langage et la construction des conceptions de genre. En fantasy, on peut aussi penser à l'histoire sans fin, où la quête de Bastien, le héros, est de trouver un remède pour sauver l'impératrice de Fantasia, un remède qui se révèle être le choix d'un nouveau nom pour celle-ci. Donc, ça peut bien évidemment faire penser au changement de nom dans les parcours trans. Une autre œuvre de fantasy qui exploite l'interrelation entre l'identité et le langage est la trilogie À la croisée des mondes ou His Dark Materials, dans la langue originale, de Philip Pullman. C'est une œuvre qui est généralement commercialisée comme la littérature jeunesse, principalement parce que les protagonistes sont des adolescents-adolescentes et à cause de la présence marquée d'animaux, qui est très importante dans la littérature jeunesse. La trilogie s'adresse cependant à un large lectorat, puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture, dont une critique bien assumée de la religion peut être moins accessible à un lectorat plus jeune. La nouvelle série de HBO, l'étiquette d'ailleurs 14 ans et plus, probablement à cause de la violence de plusieurs scènes. Dans cette communication, je vous propose donc une analyse de l'interrelation du langage et de l'identité dans À la croisée des mondes, en prenant comme fil conducteur les multiples significations et implications des noms de la protagoniste Lyra. Dans son essai Excitable Speech, A Politics of the Performative, Judith Butler se prononce sur les différents pouvoirs du langage. Donc, je la cite: To be called a name is one of the first forms of linguistic injury that one learns. But not all name calling is injurious. Being called a name is also one of the conditions by which a subject is constituted in a language. Donc, elle joue ici sur le double sens que peut prendre l'expression to be called a name, peut à la fois signifier se faire nommer et se faire insulter. Donc, se faire attribuer un nom serait une façon de s'inscrire à même le langage. Dans le cas des personnages de fiction, le choix d'un nom est particulièrement significatif puisqu'il peut refléter certaines de leurs caractéristiques, leur nom étant donné par l'auteuriste, non pas avant que le personnage soit conçu, mais simultanément. D'abord, dans une entrevue avec The New Yorker, Philip Pullman a dit qu'il avait emprunté le nom Lyra à une hymne qu'il aimait particulièrement lorsqu'il était jeune, qui provenait du recueil Lyra Davidica, qui peut être traduit du latin par la lyre de David. Donc, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le mot lyrique en français peut qualifier certains textes et dérive du mot latin lyra. Donc, la lyre accompagnant certains types de textes sous forme de performance, c'est ce qui leur a d'abord valu cet adjectif. Donc, le terme lyrique soulève la dimension orale et performative du langage
et la relation de Lyra au langage, par sa répartie et son talent de conteuse, sur lequel je vais revenir plus tard, comporte une grande dimension orale. Donc, de plus, le nom de Lyra rappelle le verbe lire en français. Elle a donc le don de lire la lithiomètre, la lithiomètre qui est une espèce de boussole qui dit la vérité pour les personnes qui n'auraient pas lu à la croisée des mondes. Donc, la lithiomètre, en fait, Lyra a la maîtrise de la lithiomètre donc oui, c'est ça, qui est une sorte de langage qu'elle maîtrise, qui est en fait accessible seulement par une vie entière d'études sur le sujet. Donc, ce don-là est constitutif de son identité, puisque c'est ce qui la démarque et lui permet de poursuivre son aventure. Elle dit d'ailleurs, au moment où elle perd ce don-là dans le troisième tome, c'était la seule chose que je savais faire réellement. Donc, ça montre à quel point ce don de lecture-là est central dans la construction de sa valeur et de son identité. On peut également remarquer, comme le souligne Nathalie Apt dans son mémoire Gender and the Fall in Philip Pullman's His Dark Materials Trilogy, que le nom de Lyra rappelle phonétiquement et visuellement le mot anglais liar, donc menteuse. En effet, Lyra a un talent pour raconter des histoires, des mensonges, pour se sortir de mauvaises situations, obtenir ce qu'elle désire ou encore seulement pour le plaisir. Ce talent, bien qu'il soit essentiel dans son aventure et les différents mondes qu'elle visite, se retourne contre elle lorsqu'elle se rend dans le monde des morts. Donc, lors de sa rencontre avec les harpies qui gardent les portes du pays des morts, Lyra est confrontée à la première signification que Butler donne à To be called a name. Alors qu'elle essaie d'inventer une histoire pour convaincre les harpies de les laisser passer, Lyra se fait insulter en se faisant traiter de menteuse de façon assez violente. Tout comme lorsqu'elle perd son don de lire la lithiomètre, elle va dire c'est tout ce que je savais faire et ça ne marche plus. Donc, ça souligne encore une fois l'importance que prend dans la construction de son identité ce talent-là de conteuse. La harpie qui insulte Lyra s'appelle d'ailleurs son nom. Les harpies à la croisée des mondes n'ont pas de nom et leur relation au langage est particulièrement négative. Elles s'expriment en criant, en insultant, en menaçant et se nourrissent de ce qu'il y a de plus mauvais en chacune. Ça a pour effet que leurs corps sont malades et particulièrement laids. Donc, elle découvre cependant, grâce à Lyra, que les histoires véritables les nourrissent tout aussi bien que les mauvaises. Donc, au moment de se quitter, Lyra va inscrire son nom dans le langage en la nommant Elle Gracieuse. Donc, ce nom ne révèle évidemment pas une caractéristique de l'harpie, mais plutôt un vœu pour le futur, qu'en se nourrissant de paroles vraies, les harpies puissent atteindre une certaine grâce. Donc, bien avant d'accorder un nom elle-même à la harpie, Lyra va elle-même changer de nom. En effet, dans le premier tome, Lyra use de son talent pour mentir et raconter des histoires en dupant le roi des ours en armure, Iofur Raknissin, pour permettre à son ami Iorek Birnissun de la secourir et de reconquérir son trône. Iorek va donc décider de la surnommer Lyra Parle d'Or ou, dans la langue originale, Silver Tongue. Comme le souligne Nathalie Apt, c'est le plus grand compliment que pourrait lui faire un ours en armure, puisqu'ils sont maîtres dans l'art de la métallurgie et que l'argent est un métal dur et précieux. La traduction va donc détourner un peu le sens et la portée que peut prendre ce compliment, puisque Iorek méprise l'or, que préconise plutôt Iofur, l'or étant un métal mou et donc moins résistant que le fer. L'intérêt de Iofur pour l'or s'inscrit dans son désir d'être humain. Donc, c'est justement cette dénaturation des ours par l'apparat et l'adoption de coutumes et d'intérêts humains qui va rendre Iofur vulnérable aux maux de Lyra et va le mener à sa perte. Donc, en effet, Iorek avait précédemment dit à Lyra que les ours ne pouvaient pas être dupés par la ruse. Donc, il s'exprime en ces mots. Nous sommes, donc les ours, nous voyons les ruses et les feintes aussi clairement que les mouvements des bras et des jambes. Nous savons voir les choses d'une manière que les humains ont oubliée. Mais toi, Lyra, tu sais tout cela car tu sais déchiffrer le lecteur de symboles. En disant ça, Iorek met en parallèle le don de Lyra et ce qu'il considère comme une caractéristique propre aux ours. Donc, en se laissant duper par Lyra, Iofur a donc prouvé qu'il ne méritait pas d'être considéré comme un ours en armure. Son identité est compromise par sa vulnérabilité face au langage des humains. Inversement, Lyra intègre à son identité un caractère ursin. Apparemment, c'est l'adjectif pour ours. Bon, on peut le voir de façon explicite dans la série télévisée, dans le 5e épisode de la première saison. Donc, 2 épisodes avant le combat entre Iorek et Iofur, Iorek veut dire
But you are not a bear. À Lyra de répondre, You're wrong. Some part of me is definitely bear. You'll see. Donc, ça, c'est pas présent dans les livres, mais c'est sous-entendu. Donc, c'est ce qu'on appelle du foreshadowing. Ce changement de nom soulève aussi la question féministe de la rupture avec la lignée paternelle. Donc, en adoptant le nom Parle d'Or, Lyra laisse son nom de famille, Belacqua, hérité de son père. Son nouveau nom ne peut d'ailleurs pas vraiment être qualifié de nom de famille. Lyra a grandi en se croyant orpheline, mais malgré la découverte de ses parents biologiques, elle ne va pas réellement trouver de famille. Sa famille est plutôt constituée à travers ses péripéties par les liens qu'elle tisse avec les gens qu'elle apprécie et aime réellement. Donc, n'entretenant pas de liens positifs et forts avec ses parents, il est donc conséquent qu'elle se débarrasse d'un nom qui établisse une filiation paternelle qu'elle refuse. Donc, en effet, dans Les Royaumes du Nord, donc le premier tome, alors qu'elle se sent blessée par le manque d'affection que lui porte Azriel, elle établit une comparaison entre celui-ci et Iorek Byrnison en disant, je cite, « Vous ne m'aimez pas et moi non plus, je ne vous aime pas. J'aime Farder Coram, j'aime Iorek Byrnison, j'aime plus cet ours que vous et je parie que Iorek m'aime plus que vous m'aimez. » Donc, il est aussi intéressant de souligner que le nom que lui donne Iorek, donc Parle d'Or, va remplacer celui que lui a donné Azriel, donc le nom Belacqua, Lyra Belacqua. On pourrait interpréter ça comme si Iorek remplaçait Azriel comme figure paternelle de Lyra, comme le relève Talia. Iorek n'a cependant pas vraiment une attitude paternelle ou paternaliste envers Lyra et leur dynamique est plutôt celle d'une amitié. Je vais maintenant faire une petite parenthèse sur le processus d'attribution des noms. Donc, dans À la croisée des mondes, plusieurs personnages se font nommer. En se penchant sur le processus de dénomination, on se rend vite compte que chaque personnage qui pose l'action d'attribuer un nom à un autre personnage fait partie d'une communauté marginalisée. Donc, si on considère le langage comme un outil d'oppression appartenant à une classe dominante, donc dans ce livre-là, l'Église, ça montre une certaine prise de pouvoir par les communautés persécutées qui se crée ainsi une filiation. Donc d'abord, Iorek Byrnison, en tant qu'ours en armure, est spatialement marginal par rapport à la société dans laquelle vit Lyra, puisqu'il vit dans le Grand Nord. La fonte des glaces provoquée par l'éclatement des frontières entre les mondes met d'ailleurs les ours dans une situation précaire. On voit ici la référence au changement climatique. Ils se trouvent donc obligés de s'exiler. De façon plus importante, les ours sont marginalisés puisqu'ils sont craints des humains. Individuellement, Iorek, quand Lyra le rencontre pour la première fois, est réduit à l'esclavage par des humains. Donc, Serafina Pekkala est un autre personnage qui attribue un nom à un autre personnage. Donc, en tant que sorcière, elle est marginalisée et persécutée par l'Église, comme on peut bien s'en douter. Il est important de noter que bien qu'elles sont marginalisées, donc autant les ours en armure que les sorcières, ces groupes-là ne sont pas peints comme vulnérables ou victimisés. Finalement, comme mentionné précédemment, Lyra donne elle-même un nom à l'harpie. Donc, Lyra est marginalisée, d'abord puisqu'elle est une femme. Donc, en effet, dans le monde de Lyra, le magistérium, qui est l'équivalent de l'Église, a une emprise particulièrement grande sur la société et est assez archaïque sur la place qu'elle accorde aux femmes. Donc, dans son essai Tendu, Suzanne Jacob définit une fiction dominante comme la fiction la plus répandue dans une même société, celle qui est la plus en usage. Dans le monde de Lyra, la fiction dominante est imposée par une religion répressive avec tout ce qu'elle implique, soit l'infériorité des femmes et même le contrôle de la science, qui est nommée théologie expérimentale. Dans une telle société, s'opposer à l'Église ou proférer un blasphème est considéré comme hérétique et peut être passible de mort. Suzanne Jacob ajoute que l'individu qui est porteur d'une proposition qui ébranle la fiction dominante au point de la rendre désuète met son appartenance à sa société en jeu. Tout comme son père, Lyra est persécutée par le magistérium puisqu'elle ébranle la fiction dominante. Leurs deux quêtes ou destinées sont d'ailleurs assez semblables puisqu'elles sont paradoxales. Pour sa part, Azriel veut s'attaquer au péché originel et pour ce faire, il dit vouloir tuer la mort. Pour ce qui est de Lyra, son destin est de mettre fin au destin. Donc, ce destin-là dont je viens de parler est énoncé par une prophétie connue des sorcières depuis des milliers d'années et reliée à un nom qui ne n'est pas révélé avant la fin du deuxième tome, puisque les sorcières tentent désespérément de le garder caché. Et le fait justement de garder ce nom-là secret, de mentionner
son existence sans le dire lui donne particulièrement d'importance. C'est un nom que le magisterium craint au plus haut point et c'est le nom d'Ève. Donc, ce nom biblique pose d'abord le personnage de Lyra dans une importante intertextualité dans laquelle je ne vais pas m'embarquer plus que ça parce que mes connaissances théologiques sont extrêmement limitées. Mais outre la Bible de Pullman est très inspirée de Paradise Lost de John Milton et le titre original His Dark Materials provient d'ailleurs de cette œuvre. Aussi, dans le troisième tome, chaque chapitre a un exergue et la majorité de ces exergues-là sont attribués à William Blake. Donc, par le nom d'Ève, Lyra est donc connectée au concept de la connaissance. En effet, avec sa maîtrise de la lithiomètre, elle est ce que Nathalie Abt appelle « the agent of truth », c'est-à-dire qu'elle représente la vérité, la connaissance, tout comme Ève a croqué la pomme de l'arbre de la connaissance. Les alithiomètres sont d'ailleurs presque tous détruits par le magisterium dans leur éternelle croisade contre le péché. Donc, la censure des universités est d'ailleurs une de leurs manières de tenter de contrôler la connaissance. Contrairement au nom Lyra, qui met plutôt de l'avant les caractéristiques de la protagoniste, le nom Ève se pose comme un futur, une destinée. Lorsque le nom est finalement révélé par une sorcière sous la torture, celle-ci va dire « She will be the mother, she will be life, mother, she will disobey, she will ». Donc, j'ai mis, c'est moi qui souligne. Donc, la répétition de la marque du futur will, comme le souligne Nathalie Abt, a comme effet, outre de marquer la prédestination, d'inscrire le nom de Will, le partenaire de Lyra, dans cette prophétie qui, bien qu'elle ne le nomme pas explicitement, l'implique puisqu'il représente la figure d'Adam. C'est intéressant d'ailleurs de noter que Will n'est relié à la figure d'Adam que de façon sous-entendue. Ce nom-là de Adam ne paraît pas dans la prophétie et est rarement mentionné dans la trilogie et la majorité du temps, c'est pour parler du personnage biblique. Donc ça a pour effet de dénoncer la misogynie de l'Église, la femme étant conçue comme seule responsable aux yeux du magisterium, qui est l'équivalent de l'Église, qui la considère, et je cite, Ève, comme l'épouse d'Adam, notre mère à tous et la cause de tous les péchés. Donc, la responsabilité d'Adam est ainsi totalement évacuée de l'esprit des membres du magisterium. Et c'est également visible chez l'ecclésiastique envoyé pour assassiner Lyra. La narration va dire à son sujet que la seule chose que voulait éviter le père Gomez, c'était de faire mal aux garçons. Il avait horreur de faire souffrir des innocents. Comme si Lyra était elle-même pas innocente, que Will était plus innocent que Lyra. Donc voilà. Donc Lyra ignore cependant cette prophétie et pour la remplir, elle doit rester dans l'ignorance. Ce nom s'inscrit donc dans son identité sans qu'elle n'en ait elle-même conscience. En conclusion, la narrativité ou son imaginaire occupe une place importante dans la trilogie. Donc, à travers l'histoire d'Adam et d'Ève, le talent de conteuse de Lyra ou même ce qui représente la tentation biblique de Lyra, qui l'amènera au péché originel. En effet, cette tentation vient de Mary Malone, qui, en racontant à Lyra et Will sa rencontre avec un jeune homme, fait germer chez eux le désir qu'elles ont l'une pour l'autre. La narrativité se pose également comme une injonction. Lorsqu'un fantôme révèle à Marie le secret pour sortir du monde des morts en lui disant racontez-leur des histoires. Donc, cette phrase-là agit comme une sorte de morale au roman, puisque la phrase est ensuite reprise plus loin par Marie. Mais il y a cependant un impératif de vérité qui pèse sur cette narrativité, comme l'ont montré les harpies. Donc, dans la trilogie, la Bible est basée sur un mensonge, une fausse histoire qui tente de se faire baser pour véritable. En effet, ce qu'elles appellent l'autorité, donc Dieu, n'est qu'un ange qui aurait fait croire qu'il avait créé le monde pour se donner plus de puissance. La lecture littérale de la Bible qui a fait le magistérium est ainsi dénoncée par l'impératif de vérité. La pluralité des interprétations, tout comme la pluralité des mondes, sont considérés comme hérétiques par le magistérium. En effet, les différents mondes qui coexistent dans l'univers à la croisée des mondes sont différentes versions, parfois proches, parfois éloignées, tout comme peuvent l'être les différentes interprétations d'un texte. La figure du magistérium, servant de repoussoir à Philip Pullman, il met ainsi de l'avant la pluralité et la diversité plutôt que la pensée dogmatique. Donc, quelle est la place de la fiction dans cette possible morale-là? Je ne crois pas que cette œuvre condamne la fiction, ce serait assez paradoxal, mais on pourrait postuler que cet impératif de vérité s'applique aux histoires qui s'affirment comme véritables, comme le fait la Bible dans le livre, d'où la critique de la religion, mais ne s'appliquerait cependant pas à la fiction, qui se pose d'emblée comme fausse et sans prétention de vérité.
Donc voilà, merci de m'avoir écouté.